Bonjour Moréac, merci pour ceux qui sont là. Alors j'avoue que c'est un peu particulier pour moi parce que c'est la première fois que je fais une conférence avec 3 pulls. Donc j'espère que vous n'allez pas être frigorifiés. Moi je vais essayer de bouger un peu quand même pour que vous soyez, que ce soit un peu plus vivant et que moi ça me réchauffe. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Céline Toiti. Je suis naturopathe dans la région parisienne, à Courbevoie. Je suis aussi nutrithérapeute, donc je ne sais pas trop si vous savez ce que c'est. La naturopathie, pour faire très bref, ma vision de la naturopathie, c'est une médecine dite non conventionnelle. Ça, c'est le terme juridique requis. Mais en vérité, c'est quoi? C'est l'hygiène de vie. L'hygiène de vie qui repose sur 3 choses essentielles, primordiales et indissociables. L'alimentation, l'émotionnel et l'activité. Je compare souvent ça un petit peu à un tabouret de laitier, vous savez, pour traire les vaches à l'ancienne. Si on enlève un pied, eh bien, tout se casse la figure, c'est un peu ça. Il y a des gens, des fois, ils me disent « Ah ben je comprends pas, je mange bien, je fais du sport, mais pourtant ça va pas. » Ben, il faut peut-être aller voir du côté de l'émotionnel, alors, de ce côté-là. Donc ça, c'était juste pour vous expliquer un petit peu, vous situer un petit peu Je sais, mais ça tombe quand même. Je suis aussi auteur, c'est surtout dans ce cadre-là que je vais vous parler aujourd'hui. Alors, auteur je précise, parce que tout à l'heure, un monsieur géobiologiste m'a dit de préciser. Et donc, j'ai écrit plusieurs livres, notamment sur l'alimentation, qui est vraiment mon dada. Et aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu, donc, de l'alimentation brûle-graisse. Alors, brûle-graisse, en général, ça intéresse plus les femmes. Dommage. Mais bon. Non, non. Eh bien, c'est parfait. C'est pour ça que je vous ai regardé, monsieur. Mais non, ce que je voulais dire par là, c'est que, voilà, j'ai intitulé ça « Conférence brûle-graisse », mais l'idée, c'est quand même de parler de manière générale de l'alimentation. L'alimentation, souvent, on se dit que je mange bien, pas bien, ou j'ai l'impression de manger bien. Il y a des bons gras, il y a des mauvais gras, il y a des bons sucres, il y a des mauvais sucres. C'est pas toujours évident. Donc, je voulais déblayer un petit peu tout ça. Déjà, je voulais déblayer quelque chose, un sujet important. C'est est-ce qu'on doit tous être des top modèles? Qui a dit oui? La vendeuse de Charlotte. Et alors? On n'achète pas de sous-vêtements si on n'est pas top modèle? Ah bon? Ben, c'est bien ce que je disais. On n'a pas besoin d'être top modèle, c'est bien ça. Non, mais ce que je voulais dire surtout par rapport à ça, c'est pas est-ce qu'on a besoin d'être top modèle. Ce qui est important, c'est d'être bien dans sa tête et dans son corps. Moi, je voulais quand même mettre le point aussi sur quelque chose. C'est que moi, je suis une ancienne obèse. J'ai pesé jusqu'à 98 kilos. Donc, je sais ce que c'est d'avoir beaucoup trop de poids. Aujourd'hui, j'en pèse un peu moins de 60. Je ne peux pas vous dire exactement, parce que ça doit faire 1 an que je suis pas remontée sur une balance. Mais en tout cas, voilà, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que les dictats de la minceur, les dictats de la mode, les dictats de tout ça, d'accord? Donc ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est quand vous regardez cette image, on dit tous top modèle, mais en fait, on dit surtout tous retouchés. C'est ça qui est important de voir. C'est qu'en fait, il n'y a pas de corps idéal. Et heureusement, déjà, moi, je me dis que mon corps idéal est celui qui plaît à mon homme. C'est ça qui est important, qui plaît à mon homme et à moi, bien sûr. Mais surtout dire que même quelqu'un qui, a priori, paraît pas avoir besoin de retouches, elle va être retouchée. Alors, pour plein de raisons, vous voyez quand même toutes les retouches qui ont été effectuées, qui sont quand même assez importantes. Moi, personnellement, j'aurais rien retouché du tout. Mais voilà, il y a quand même eu beaucoup de retouches. Donc ça, c'est quand même important de prendre ça en compte. C'est l'estime de soi et ce qu'on a besoin d'imaginer ou pas des choses. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu un petit scandale. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a révolté au sujet de Claudia Cardinal et de l'affiche du dernier festival de Cannes. Ils ont voulu reprendre une photo d'elle magnifique qui était issue d'un film où elle dansait en Italie. Et donc, elle dansait tout ça. Ils ont repris l'image et puis sur l'image, ils ont fait plein de retouches sans même demander l'avis de Claudia Cardinal. Et là, moi, j'ai trouvé ça génial. C'est que la personne les personnes qui ont vu l'affiche avant même qu'elle sorte de manière officielle, se sont dit « Mais est-ce que vraiment Claudia Cardinal, elle avait une taille aussi serrée que ça? Parce que moi, je n'avais pas souvenir de ça. Comment elle faisait pour respirer ?» Et effectivement, elle avait un ventre tout à fait normal et une taille tout à fait normale. Et je pense d'ailleurs que Claudia Cardinal a toujours suscité l'intérêt chez les hommes et chez les femmes parce que justement, elle avait ces formes italiennes adorables. Donc voilà aussi vous montrer qu'il ne faut pas se fier aux images que l'on voit.
Vous avez aussi eu dernièrement certaines stars de top modèle, du cinéma, de plein de choses, qui ont voulu se montrer, c'est beaucoup la mode sur les réseaux sociaux, qui ont voulu se montrer sans artifice, c'est-à-dire sans maquillage, sans coiffure, au saut du lit, pas forcément bien habillées, pour montrer qu'en fait on est toutes pareilles. Je dis toutes parce que ce sont que des femmes qui ont fait ça, mais on pourrait le faire avec des hommes aussi. Qu'on est toutes pareilles au réveil et qu'on n'a pas forcément, on n'est pas pareil qu'une fois qu'on vous a maquillé, coiffé, en plus par des professionnels. Vous reconnaissez aisément Laetitia Casta en première, voilà, je pense que vous voyez nettement la différence. Donc voilà, nous en sommes sur l'estime de soi, n'est-ce pas? Alors maintenant on va parler des graisses, qui était quand même le sujet primordial, mais c'était important pour moi de faire ce point là-dessus. Les graisses, elles ont d'abord des vertus. Et ça, je veux vraiment que vous repartiez aujourd'hui avec ça dans la tête. Les graisses, elles ont des vertus. La première vertu, c'est qu'elles vont être créatrices de cellules. Dans notre corps, on a des milliards de cellules. Et donc depuis les pieds, les oreilles, le nez, les organes, etc. Toutes ces cellules sont entourées d'une couche de graisse. Donc si vous ne mangez pas de gras, si vous n'avez pas assez de graisse dans le corps, vous n'aurez jamais de renouvellement cellulaire. Il faut savoir que nos cellules se renouvellent toute la vie, tous les jours, etc. Et notamment, pour tout ce qui est cellules cérébrales, c'est-à-dire dans notre cerveau, et les cellules de nos neurotransmetteurs, ce qui va permettre de transmettre les informations, là, vous allez avoir besoin d'encore plus de gras, parce que c'est là où vous avez besoin de plus de cellules. Ensuite, c'est aussi protecteur. Alors, vous le voyez aujourd'hui, hein. En général, moi, je sais que quand j'étais obèse, j'avais moins froid. Hein. Mais bon, après, on fait ce qu'il faut, mais c'est déjà protecteur. C'est protecteur de la température, évidemment, hein, du froid, évidemment, mais c'est aussi, surtout, très protecteur de nos organes. C'est-à-dire que tous nos organes vitaux, le foie, le cœur, les poumons, la rate, etc., ils sont protégés quand même par un petit cocon de gras. Et c'est important d'avoir ça parce que, alors quand il y en a trop, là, ils sont étouffés. Mais quand ils sont juste protégés, c'est quand même important. Ensuite, ça va être aussi être transporteur. Il y a des vitamines qui sont uniquement liposolubles, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent être assimilées par le corps que si elles sont transportées par du gras, que si elles sont en contact avec du gras. Et notamment les vitamines A, D, E et K. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de à quoi servent toutes ces vitamines. Juste de manière intéressante et importante, les vitamines A et E, ça va vous parler rapidement, ce sont ce qu'on appelle des vitamines antioxydantes, donc qui sont primordiales pour bien vieillir, pour ne pas s'oxyder, pour ne pas rouiller. Et la vitamine K, je tiens à le signaler, est très importante pour tout ce qui est cardiovasculaire, entre autres. Et enfin, c'est le gras, c'est ce qui va donner de l'énergie. Si vous n'avez pas de gras, vous ne créez pas d'énergie dans votre corps, et si vous ne créez pas d'énergie, ben vous n'aurez pas d'énergie dans votre vie. Donc, il ne faut pas se dire le gras, c'est du bourrelet. Mais alors, vous vous demandez peut-être où ça va le gras, si ça ne va pas en bourrelet, justement. Alors, j'ai essayé de vous faire un schéma très simple. Vous mangez, bon là j'ai mis un donut, mais ça aurait pu être n'importe quoi, hein, ça aurait pu être du tofu, une quiche au poireau, ce que vous voulez. Vous mangez. Votre corps, il va garder des nutriments. Les nutriments, c'est quoi? C'est les vitamines, c'est les oligo-éléments, c'est justement le gras, le sucre, etc. Il va garder ce qu'il faut pour nourrir ses cellules. Par la suite, ça va créer de l'énergie. Cette énergie, elle va être capitalisée pour rentrer dans nos cellules. Ça va éventuellement rentrer dans les cellules musculaires aussi. Et puis surtout, votre corps va stocker les graisses dans ce qu'on appelle le tissu gras, en vue justement d'en avoir besoin pour les raisons que je vous ai énumérées juste avant. Si, et j'insiste sur le si, il y a une dépense d'énergie, le corps va aller déstocker ce tissu gras, c'est-à-dire qu'il va le libérer pour pouvoir faire l'activité que vous avez besoin de faire. Si par contre il n'y a pas d'activité, pas de dépense, on est sédentaire, on ne bouge pas, il ne fait pas froid, etc., ben là, ça va se stocker et le tissu gras va rester stocké. Donc vous voyez où je veux en venir. Vous avez le droit de bouger en écoutant aussi. Il y a différents types de gras. Hein, justement, quand vous mangez un McDo, c'est pas pareil que quand vous mangez une sardine à l'huile. Par exemple, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Donc je vais aller un petit peu plus en détail là-dessus. En premier lieu, vous avez les acides gras dits saturés. Bon, j'ai pas besoin d'aller vraiment en détail pour que vous compreniez déjà que c'est pas forcément les bons acides gras. Hein. Les acides gras saturés, comme son nom l'indique, on en a quand même un peu besoin, parce qu'on en a besoin pour la fameuse vitamine A dont je vous parlais tout à l'heure.
Et donc là, je vais venir un peu plus en détail. La vitamine A, elle est essentielle pour la peau, pour avoir une belle qualité de peau, pour la vue notamment, pour le système immunitaire et pour la croissance en général. Par contre, ces acides gras sont très très négatifs, dans le sens que ça va vous faire rehausser ce qu'on appelle le mauvais cholestérol, même si aujourd'hui on ne parle plus de bon et mauvais cholestérol, pour que ce soit plus simple, je vais l'expliquer comme ça. Ça va vous rehausser votre taux de cholestérol. Et ça va surtout se déposer dans les artères. Alors c'est vrai que les acides gras saturés, on les trouve aisément dans certaines substances et dans certains aliments, et notamment à la substance. Vous voyez que c'est quelque chose d'un peu épais, pas forcément de fluide, et on comprend cette relation de dépôt dans les artères. Ça va être beaucoup moins fluide que d'autres gras. Donc vous allez trouver ça notamment dans tout ce qui est viande de porc, viande de rouge, viande d'agneau, poulet, etc. Je vous ai mis un petit échantillon. Dans tous les produits laitiers, que ce soit vache, chèvre, brebis, yaourt, fromage, crème, etc. Évidemment à quantité différente, mais c'est quand même ce qu'on appelle les acides gras saturés. Et enfin, le dernier dessin, je ne vais pas poser la question, vous n'êtes pas suffisamment nombreux, et puis il y en a déjà 3 minimum qui savent la réponse, mais le dernier dessin que je vous ai mis, c'est la fameuse huile de palme. Alors l'huile de palme, je voulais juste faire une petite aparté là-dessus. C'est que l'huile de palme, en dehors d'être un cauchemar pour notre corps, est un vrai cauchemar écologique. Et l'écologie est quelque chose qui me tient à cœur, parce que l'écologie, en fait, souvent on voit ça comme bon, je vais trier mes déchets, je vais essayer de ne pas faire couler l'eau quand je me lave les dents, je vais tout ça. Mais en fait, l'écologie, il faut vraiment se rendre compte qu'en fait, on parle de notre planète, on parle de notre environnement, et vous connaissez l'image quand même du battement d'aile du papillon, mais c'est un petit peu ça. Si on détruit la forêt amazonienne pour récolter de l'huile de palme pour mettre dans des gâteaux, effectivement, nous, déjà, on va pourrir nos artères en les mangeant, mais en plus, on ne va plus avoir de forêt amazonienne et on n'aura plus d'air à respirer, etc., etc. Donc c'est important de voir toujours les conséquences des choses. Alors, on recommande quand même à peu près 20% dans notre alimentation quotidienne. Je vous expliquerai à quoi ça correspond à la fin. 20% quand même d'acides gras saturés dans notre alimentation quotidienne, notamment pour les points positifs dont je vous ai parlé. Ensuite, vous avez, deuxième famille sur 3 familles, les acides gras dits monoinsaturés ou oméga 9. Donc ceux-là sont positifs aussi parce qu'ils permettent de baisser un petit peu le cholestérol sanguin. Et de ce fait-là, il y a des études qui montrent que ces acides gras sont préventifs sur certaines maladies cardiovasculaires et sur certains cancers, notamment le cancer du côlon, les cancers digestifs en général. Mais par contre, ils sont non essentiels, dans le sens que le corps peut le fabriquer tout seul. Donc on n'est pas forcément obligé de se dire « tiens, j'ai besoin d'en manger pour en avoir dans le corps ». Là, vous entrez facilement, c'est la fameuse huile d'olive, que tout le monde me dit « ah, l'huile d'olive, c'est génial, c'est ce qu'il faut consommer ». Oui, mais sans forcément outre mesure non plus, puisque le corps sait synthétiser ces fameux oméga 9. Vous avez ça dans l'avocat, dans la plupart des oléagineux, c'est-à-dire les amandes, les noix de cajou, les noisettes, etc. Dans le sésame, vous allez en avoir. Dans la viande rouge aussi, donc il n'y a pas que des acides gras saturés. Et puis vous allez en avoir dans ce qu'on appelle l'arachide. Donc tout ce qui est à base de cacahuètes, que ce soit l'huile d'arachide, que ce soit l'huile, les cacahuètes par elles-mêmes, etc. Donc c'est là où vous allez en trouver le plus. On recommande à peu près 60% de consommation d'oméga 9 par jour, enfin sur votre pourcentage de consommation journalière. Enfin, ce qui nous intéresse le plus, je voulais vraiment développer avec vous, sont les acides gras dits polyinsaturés ou acides gras essentiels. Cela, on recommande vraiment une consommation de minimum 20%. J'insiste sur le minimum. Ça peut être plus parce que votre corps va l'éliminer. Mais c'est vraiment un minimum. C'est ce qu'on va appeler les fameux oméga 3. Alors, les oméga 3, c'est un vrai concept marketing aujourd'hui. Tout est enrichi en oméga 3. Mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire, depuis votre crème pour la peau jusqu'à ce que vous mangez. Les oméga 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire surtout, malheureusement, qu'elles sont très fragiles. D'un point de vue biochimique, oméga 3, ça veut dire qu'elles ont une chaîne de carbone d'uniquement 3 atomes et que du coup, c'est beaucoup plus fragile que les fameux acides gras saturés, où là, on en est sur du 9 et qui ont 9 atomes. Donc, c'est des huiles qu'il va falloir, enfin des produits, mais essentiellement les huiles, qu'il va falloir absolument conserver au réfrigérateur, qu'il va surtout pas falloir, qu'il va falloir consommer assez rapidement et qu'il ne va pas falloir chauffer, pas les faire frire, pas les faire cuire.
Vous pouvez les mettre éventuellement sur votre alimentation une fois que c'est cuit, pour aromatiser, pour le goût, pour tout ça, mais il ne faudra pas les faire cuire. L'autre chose important à se dire, qui est quand même problématique, c'est que comme le corps ne le synthétise pas, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas si facile que ça d'en avoir une consommation régulière. Là où c'est vraiment essentiel, c'est que d'abord ça va faire baisser votre cholestérol sanguin, par opposition, je disais tout à l'heure, aux autres acides gras. Donc ça va être par voie de conséquence préventive sur tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Ça peut aider aussi sur la tension, donc qui est une maladie cardiovasculaire, ça va aider à réguler la tension. Baisser le niveau inflammatoire, excusez-moi, ma voix se grippe, et ça va surtout augmenter la transmission de tous les messages cellulaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les cas de maladies qu'on appelle, je ne trouve pas le terme très joli, mais c'est le terme requis, de démence sénile, type Alzheimer ou autre, c'est essentiel. C'est-à-dire que maintenant, même dans les hôpitaux français, se sont aperçus qu'une consommation élevée d'aliments contenant des oméga 3 ont une vraie incidence positive sur ce type de maladie, en préventif comme en curatif. Alors vous allez trouver ça dans les petits poissons gras. Les petits poissons gras, c'est, j'ai mis un joli petit dessin, sardines, maquereaux, harengs, c'est là où vous allez en trouver le plus en choix. Idéalement, quelqu'un, on va dire, de normalement constitué, qui n'a pas une activité physique supérieure, devra en consommer 2 fois par semaine, à peu près une boîte 2 fois par semaine. Vous êtes quand même dans une région où c'est facile pour en trouver, donc profitez-en. Que ce soit frais ou que ce soit en boîte, il n'y a pas de souci. La seule impérative que je dirais, c'est si vous les achetez en boîte, assurez-vous que l'huile dans lesquelles ils sont soit une huile biologique. Sinon, ça n'a aucun intérêt de manger des sardines bio ou pas bio, ça ne change pas grand-chose, c'est la même mer. Ensuite, là où vous allez en trouver beaucoup, donc c'est dans les huiles, ce que je vous ai dit tout à l'heure, là c'est facile d'en consommer. Les huiles riches en oméga 3, les plus courantes sont l'huile de colza, l'huile de lin, c'est le colza que vous voyez pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément la fleur, en deuxième image. L'huile de lin, donc je disais, l'huile de noix, l'huile de périlla et l'huile de camilla, c'est celles qui vont être le plus riches. Idéalement, vous consommez 1 cuillère à soupe par jour pour un adulte moyen et vous avez tout à fait dans les compétences et les quantités recevables. Je voulais juste faire un aparté, maintenant que je vous ai expliqué les différents types de gras, sur ce qu'on appelle les acides gras trans. Alors on ne comprend pas trop ce que c'est, mais déjà on se dit oula, ça fait peur comme mot, mais en fait c'est vraiment ça. Les acides gras trans, l'apport recommandé, il est de 0. Alors, il est de 0, mais c'est très difficile, parce que même quand vous ne voulez pas en consommer, vous en avez dans tout. C'est pas parce que vous mangez quelque chose de biologique qu'il n'y en aura pas. Hein. Comme je dis, un saucisson biologique, ça reste un saucisson, hein, qu'il soit bio ou pas, ça reste du gras. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut jamais en manger, mais ça reste du gras. Donc ça, il faut faire attention. Et en fait, l'acide gras trans, c'est quoi? C'est un acide gras qui a été chimiquement fabriqué. C'est-à-dire que c'est un acide gras qui, en fait, normalement, n'existe pas. Hein, dans notre environnement, c'est quelque chose qui n'existe pas. Il a été fabriqué comment? En fait, on a pris au départ des acides gras qui étaient insaturés, donc ce que j'expliquais au début, qui étaient saturés, pardon, et on va les rendre insaturés par hydrogénation. C'est-à-dire qu'on va leur injecter de l'hydrogène pour, il y a quand même un but là-dedans, hein, c'est pas juste pour pourrir les aliments, pour augmenter la conservation des aliments, et aussi pour permettre à ces acides gras de résister très fortement aux chaleurs. Donc pour les cuissons, c'est très pratique. Là où vous allez en trouver le plus, ça va être sur tous les produits industriels. Alors là, j'ai une jolie brioche vendéenne qui n'est évidemment pas du tout celle faite par Loïc, qui était magnifique et qui m'a beaucoup impressionnée. Je parle évidemment des produits industriels et pas des produits faits maison. Je vous incite au contraire à faire maison, même si je sais que la brioche, c'est pas facile. Mais non, blague à part, c'est vraiment dans tout ce qui est industriel. De toute façon, à partir du moment où vous achetez un aliment qui va se conserver plus de 3 jours, c'est que forcément on a mis quelque chose dedans. Hein, la loi de la nature est comme ça. Donc vous allez trouver ça dans toutes les pâtes. J'entends pâtes brisées, pâtes feuilletées, les pâtes à pizza, toutes les pâtes préparées. Une fois encore, bio ou pas, ça ne change pas grand-chose. Dans toutes les céréales du petit déjeuner, alors il y a d'autres problématiques qui est le sucre, mais là on parle du gras aujourd'hui. Hein, là, dans les céréales du petit déjeuner, c'est une vraie cochonnerie. Dans toutes les pâtisseries industrielles, dans le pain demi, notamment le pain sous vide, dans les viennoiseries,
pas faite maison, évidemment. Mais je mets quand même un petit bémol là-dessus. Alors, vous avez certainement la chance que nous n'avons pas à Paris, c'est que aujourd'hui, quand vous allez chez un boulanger, c'est très rare qu'il fasse ses viennoiseries lui-même, en fait. Ça devient de plus en plus rare parce que ça prend beaucoup de temps. Et les artisans boulangers, il y en a de moins en moins. Donc c'est pas parce que vous allez acheter en boulangerie qu'il sera forcément de meilleure qualité. C'est intéressant de discuter, vraiment. Moi je passe beaucoup de temps à discuter avec les gens auprès de qui j'achète différents produits alimentaires pour comprendre si oui ou non ils ont vraiment fait eux-mêmes ou s'ils ont reçu des trucs tout faits et qu'ils vous l'ont juste décongelé ou mis à cuire. Donc n'hésitez pas là-dessus. Et enfin, dans les produits à acides gras trans, c'est la margarine. Il y a plein de gens qui disent « Ah, le beurre, il est méchant ». Non, moi je suis quand même très adepte de se dire il faut rester sur des produits bruts, non transformés. Le beurre, un vrai bon beurre de baratte. Alors, pas salé pour moi, je suis désolée, mais demi-sel, pourquoi pas, ou salé. Mais le vrai beurre de baratte, au contraire, c'est quelque chose d'extrêmement bon à manger à bon escient. Si par contre vous te faites comme un ami à moi qui en mange avec toute la journée, là ça devient trop, hein, on est bien d'accord. Je voulais faire tout à l'heure j'ai parlé un petit peu de biologique sans donner les détails. Il y a un type d'aliment pour lequel moi je suis intransigeante avec mes patients et donc avec vous aujourd'hui. Ce sont l'achat en biologie pour les huiles alimentaires. Les huiles alimentaires, je voulais vous montrer la différence entre le bio et le raffiné. Déjà la vraie différence, bon, dès le départ on le comprend assez bien, c'est la matière première. Évidemment, entre une huile, si on prend l'huile d'olive par exemple, entre des olives biologiques et des olives non biologiques, vous savez dès le départ que vous partez sur une matière première qui est de moins bonne qualité entre le bio et le non bio. Normalement, une huile végétale, ça se fait comment? C'est facile, si on prend toujours le cas de l'olive. Les olives tombent, en général elles sont récoltées dans des espèces de filets. On les lave à l'eau, tout simplement. Après, elles vont être pressées mécaniquement. Et du coup, le fait d'être pressées mécaniquement, ça veut dire que le pressage ne va pas augmenter la température de l'olive à plus de 50 degrés. Donc, il va garder l'intégralité quasiment de ses vertus. Là-dessus, ça va être filtré une fois que ça aura été pressé sur une toile de coton ou éventuellement un buvard. En tout cas, quelque chose de naturel. Et après, ça sera mis en bouteille, tout simplement, idéalement. En bio, c'est dans des bouteilles en verre et verre teinté, donc qui permet de protéger, comme je vous disais, certains types d'oméga qui sont plus fragiles. Alors que les huiles végétales, bon, donc je vous disais, la matière première est insatisfaisante. Elles vont être broyées, alors pas du tout pour le coup mécaniquement, mais vraiment de manière électrique, artificielle, dans des grands fûts échauffés à un minimum de 100 degrés. Là-dessus, elles vont être encore pressées à vif, c'est-à-dire une fois qu'elles sont déjà très brûlantes, on va les presser. Et le problème, c'est que quand on fait ça, en fait, ça va provoquer des résidus, beaucoup de résidus. Ça vous viendrait pas l'idée d'utiliser une huile qui a plein de petits trucs noirs dedans. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils font comme industriels? Ils vont extraire tous ces résidus avec des solvants. Et ces solvants sont issus en général de la pétrochimie. Donc ce sont des solvants très chimiques que vous ne voyez pas, hein, évidemment. Par contre, on devrait sentir l'odeur. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font un deuxième raffinage, ce coup-ci avec de l'acide phosphorique et de la soude, pour essayer d'éliminer au maximum ces produits de la pétrochimie. Et après, ils vont réchauffer le résultat encore à plus de 100 degrés pour éliminer les odeurs. Parce que si vous achetez une huile d'olive qui sent le diesel, je suis sûre que vous ne la consommeriez pas. Et après, ils vont mettre dans bouteille. Alors, idéalement en bouteille de verre. Bon, vu la qualité de l'huile, même s'ils le mettent dans un bidon en plastique, ça ne changerait pas grand-chose. Mais en tout cas, tout ça pour dire que l'huile que vous buvez au bout n'a plus aucune vertu thérapeutique. Ça, c'est sûr. Pour finir, je vois que vous avez tous froid et je remercie les courageux. Pour finir, je voulais juste définir un peu les besoins en lipides de chacun. Donc les besoins en lipides, alors j'ai pris en moyenne, ce qu'il faut vous rappeler, c'est à peu près, c'est facile, 1 gramme par kilo. C'est-à-dire vous faites 70 kilos, pardon, vous avez besoin de 70 grammes. Voilà, hein, c'est le plus simple, même si on est un peu moins strict que ça. Et si on décompose par rapport aux 3 types d'acides gras dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc les acides gras saturés, ça veut dire moins de 20 grammes. Donc le beurre, c'est moins de 20 grammes. Pour vous donner une idée, petite plaquette de beurre rectangle, c'est 10 grammes. D'accord ? Là-dessus, les acides gras monoinsaturés, vous avez besoin d'à peu près de 20 à 25 grammes. Et les acides gras polyinsaturés, donc les acides gras essentiels, de 20 à 30 grammes minimum. Ça veut dire quoi? Pour vous donner une idée, 25 grammes de lipides, si on se base là-dessus, c'est 2 cuillères à soupe d'huile. Alors 2 cuillères à soupe d'huile, que ce soit une huile riche en oméga 3, en oméga 9, en oméga 6,
En lipides, on est sur le même nombre de grammages, hein, ça ne change rien. C'est à peu près l'équivalent de 20 amandes. Donc l'amande peut être intéressante, comme si je vous disais tout à l'heure, c'est riche pour le coup dans des bons acides gras en collation, plutôt que manger une pâtisserie industrielle. C'est donc 30 grammes de beurre, hein, j'ai été un peu large, c'est plutôt 25, mais 30 grammes de beurre. C'est 3 œufs. On est là sur des œufs biologiques. Quand je dis biologique, c'est pas forcément le label, hein. Je suis sûre qu'Alexia, ses yeux sont bio, et pourtant, elle n'a pas le label. Ça peut être à peu près 180 grammes de maquereau, donc 180 grammes, c'est une boîte, en gros, hein, de maquereau, si vous les achetez en boîte. 60 grammes de fromage, alors évidemment, selon le type, il y a plus ou moins de gras, hein, selon le type de fromage, mais la différence n'est pas énorme. Ou alors, c'est aussi 50 grammes de chocolat noir. Et pourquoi je finis là-dessus? Parce qu'on n'a pas forcément idée qu'on mange du gras quand on mange des choses qui ont un goût très sucré. Et en fait, si. Et là, les indications que je vous donne, c'est pour la journée. Évidemment, c'est pas pour le repas. Je le précise. Donc en fait, ça veut dire quoi? Si je fais un petit résumé, vous le savez, mais c'est toujours bon de l'entendre. Il y a des aliments à éviter, versus ceux, par contre, à favoriser. Les mots-clés, vraiment, qui doivent vous rester en tête, c'est frit, recuit, pané, préparé, cuisiné, industriel, salé, raffiné, longue conservation. Dès que vous voyez des arômes, dès qu'il y a des E avec quelque chose à côté, mais que vous ne savez pas ce que c'est, dès qu'il y a un mot inconnu. Moi, je sais, alors j'entends souvent ça des mamans pour les enfants, j'aimerais bien l'entendre des fois des mamans pour elles-mêmes, ou des papas pour eux-mêmes, ou des non-parents pour eux-mêmes en tout cas. Mais c'est vrai que dans mes patients, souvent, ils me disent « Ah, mon fils, je fais très attention à ce qu'il mange, ma fille, je lui fais des purées maison, etc. » Mais pour nous, pas forcément. Je suis toujours étonnée que les gens soient prêts à mettre tout et n'importe quoi dans leur bouche sans vraiment se poser de questions. Donc un petit réflexe à avoir, vous n'avez pas besoin de le faire au quotidien. Moi ici j'ai une vie très occupée, hein. J'ai un mari au soleil, 2 enfants là, moi ma vie professionnelle, mes livres, etc. Mais un petit truc, essayez quand même quand vous allez faire vos courses, si vous n'avez pas forcément le temps de discuter avec les gens qui vous vendent des produits, au moins de regarder la partie ingrédients de ce que vous achetez. Et dès que vous voyez des mots que vous ne connaissez pas, réfléchissez et dites, est-ce que vraiment j'ai envie de manger ça? Après, les mots-clés qui, au contraire, doivent vous sonner de manière positive, c'est frais, de saison, d'agriculture biologique, non transformée et brute. Et pour finir, je vais juste quand même vous donner un petit mot, dire un petit mot sur le sucre. Le sucre, on en parle beaucoup aujourd'hui. J'ai d'ailleurs une amie naturopathe qui s'appelle Marion Thierry, qui a écrit un très chouette livre sur le sujet dernièrement, qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle « Et si on arrêtait le sucre ?» Il faut comprendre que le sucre, c'est un rôle déterminant dans le stockage du gras. C'est-à-dire que des fois, on se dit j'ai du gras, mais ça vient du sucre, ça vient pas forcément du sucre. C'est-à-dire qu'en fait, le sucre, comment ça fonctionne? Le sucre, en fait, dès qu'on mange quelque chose de sucré ou qui contient du sucre, c'est pas forcément un goût sucré, hein, une fois encore, ce que je disais tout à l'heure avec le chocolat par rapport au gras, c'est vrai dans l'autre sens. Si vous mangez du jambon blanc, le jambon blanc, il y a du sucre. À l'intérieur, vous lirez l'étiquette, vous verrez avec les sucres de canne, dans le meilleur des cas. Donc quand vous consommez du sucre, vous avez un organe qu'on appelle le pancréas, qui a une forme de gros haricot, qui va sécréter une hormone qui s'appelle de l'insuline, qui est responsable, entre autres, on la connaît pour le diabète, qui est responsable entre autres du diabète, mais qui est surtout, et heureusement, une hormone qui permet d'utiliser le sucre, d'assimiler le sucre pour pouvoir l'utiliser à bon escient. Donc là, le petit dessin que je vous ai mis à côté, c'est toujours notre cellule, hein, et nos organes avec tout ce qui se passe autour. Donc l'insuline va permettre au corps d'assimiler le sucre. S'il n'est pas utilisé, mais qu'est-ce qui se passe? Il va être mis en réserve dans notre corps, ce sucre, mais il va être mis en réserve sous forme de gras. C'est le fameux stockage des tissus gras dont je vous parlais tout à l'heure. Alors que s'il est utilisé, alors j'ai mis des gens qui sautent, hein, mais ça peut être n'importe quoi. C'est pas forcément faire une activité physique, aller s'exciter 2 heures dans une salle, hein. Tout dépend de votre activité sédentaire, de votre consommation alimentaire versus votre activité sédentaire ou non. Mais dès que ça va être utilisé, là au contraire, ça permet de déstocker le gras. Donc c'est arrêter évidemment de manger certaines choses, mais c'est surtout bouger pour déstocker tout ça. Et je vais finir avec une note positive. J'aime bien cette citation d'Anne Baratin qui disait « Si la beauté a ses jours, l'esprit a ses moments, la bonté seule est de toutes les heures, à méditer. » Voilà. Et je vous remercie vraiment pour les courageux qui sont restés dans le froid. Personnellement, je ne sens plus mes doigts. Mais moi, je suis parisienne, c'est pour ça.
J'ai pas l'habitude de l'air, moi j'ai la pollution qui me garde la chaleur en fait. Et juste voilà, si pour ceux que ça intéresse, voilà, comme il fait quand même beau, je serais ravie de répondre à des questions, mais je vous propose peut-être de le faire plutôt au soleil pour ceux qui veulent venir me poser des questions, il n'y a aucun problème. Pour ceux que ça intéresse aussi, j'ai amené avec moi mes 2 derniers livres. Le dernier s'appelant donc dans mon alimentation santé facile, brûler les graisses durablement. C'est un tout petit livre de recettes en fait où je reprends tout ce que je vous ai dit sur les différents types de gras et où je vous donne des recettes vraiment très basiques, très simples à mettre au quotidien dans votre alimentation. Et les régimes c'est fini, là c'est un livre un petit peu plus personnel, donc qui raconte mon histoire. Ce que je disais pour ceux qui étaient là au début, que le fait que moi je suis donc une ancienne obèse, j'ai pesé jusqu'à 98 kilos, donc je raconte un peu mon histoire, mais je raconte surtout comment j'ai fait aujourd'hui pour plus peser ce poids-là, me sentir bien dans mon corps et dans ma tête, et ça depuis longtemps, et surtout sans faire de régime. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée.